de la fusée Ariane est une véritable saga. Une épopée spatiale qui a vu les Européens s'unir, s'accrocher, innover pour se faire une place dans la course à l'espace. Le spatial, c'est d'abord une passion. Quand on plonge dans le spatial, ça fait rêver, il y a de la science, il y a de la recherche, il y a de l'industrie, il y a de la technologie. Et puis, on se dépasse. Pour tout le monde, c'est une émotion incroyable. Face à la suprématie soviétique et américaine, des hommes et des femmes des 4 coins d'Europe ont réussi l'impossible. C'est une technologie qui est aux limites de tout. Il faut avoir fait exploser pas mal de moteurs pour savoir comment terminer par ne pas en faire exploser. Contre toute attente, les Européens, avec la France en tête, sont parvenus à arracher la victoire au terme d'une bataille épique qui a duré 40 ans. On ne pensait pas qu'on aurait une envergure telle au programme Ariane. Donc on avait beaucoup d'ambition, on n'était pas encore sûr qu'on allait y arriver. Il faut croire en l'impossible. Mais aujourd'hui, des compétiteurs inattendus menacent l'ambition spatiale européenne. La survie de toute l'aventure Ariane est à nouveau en jeu. Nous avions besoin le plus vite possible d'une nouvelle fusée. Partons à la découverte de tous ces choix, ces inventions, ces rêves, ces équipes qui forgent l'épopée Ariane. Car la bataille de l'espace ne fait que commencer. Au cœur d'un territoire lointain, à la lisière de l'Amazonie, le prochain décollage d'Ariane 5, la fusée européenne, est en préparation. Cette fusée est aussi appelée lanceur car son rôle est d'envoyer des satellites en orbite autour de la Terre. Faire décoller Ariane 5 et sa cargaison, c'est faire s'envoler près de 800 tonnes à une vitesse de 7000 km/h, atteinte en 2 minutes. Chaque vol est une prouesse. Au centre spatial guyanais de Kourou, chacun est concentré sur sa tâche, au service d'une mécanique extrêmement délicate et complexe. Le moment du tir approche. Les clients japonais et coréens du vol Ariane 252 viennent assister à la mise en orbite de leur satellite. Luce Fabreguette, directrice exécutive d'Ariane Espace, essaye de détendre l'atmosphère. The most important of today, the 2 babies on board, the 2 passengers. We are going to use Ariane 5, our heavy launch vehicle that is mostly used for geostationary orbit. Mais la pression est à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui se joue le sort de milliers d'heures de travail et de centaines de millions d'euros. On sent la pression monter, c'est sûr que le lancement en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, est une phase clé pour eux, très critique, qui va lancer l'exploitation des satellites derrière et donc le retour sur un investissement qu'ils ont eu depuis parfois plusieurs années, voire même jusqu'à 10 ans pour des satellites très compliqués. Donc effectivement, c'est une phase de la vie du satellite qui est très, très, très importante pour eux. La préparation du vol est hautement stratégique. Un lanceur comme Ariane est d'une telle complexité que la moindre erreur peut être fatale. Pour s'assurer que tout est en place, Luce interroge chaque ingénieur et technicien. Des silences radio à partir de ces deux. Toutes les équipes là, sont en train de préparer le lancement dans quelques heures et ont déjà démarré les opérations de ce qu'on appelle la chronologie finale jusqu'au lancement dans 8 heures maintenant. Personne n'est à bord du lanceur, mais ici c'est considéré comme le cockpit de pilotage où effectivement chacun dans sa spécialité active les équipements au sol qui permettent de mettre en œuvre le lanceur et de le rendre prêt au décollage petit à petit. Il ne reste plus que 3 heures avant le tir. À quelques écrans de distance,
c'est à une autre femme que revient de donner le go du décollage. L'autorisation de lancement a été donnée dans certaines conditions qui peuvent être remises en cause à chaque instant parce qu'un événement imprévu se passe pendant la préparation du lanceur ou de la chronologie. Et donc, dans ce cadre, nous devons nous positionner, analyser cet événement imprévu et s'assurer qu'il ne remet pas en cause l'autorisation. Si c'est le cas, on n'autorisera pas les opérations de se dérouler jusqu'au bout. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation. On est des passionnés, donc à chaque fois qu'on le voit décoller, ce lanceur, ça nous procure une certaine émotion. Et évidemment, plus on va se rapprocher de l'heure fatidique et plus vous sentirez la tension monter dans cet espace du centre de lancement. Cinq, 4, 3, 2, 1. Allumage moteur Vision. Allumage EAP et décollage BA 259. Ce vol Ariane 252 est un nouveau succès. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi impressionnant. Le lancement avec la lumière et puis le son, et même entendre le son quand la fusée c'est plus qu'un petit point dans le ciel, c'est vraiment incroyable. En 40 ans, Ariane a placé plus de 300 satellites dans l'espace. À la fin de l'année 2020, Ariane 5 est l'un des lanceurs les plus fiables de la planète, avec 91 tirs consécutifs réussis. Pour les Européens, entrés les derniers dans la course à l'espace, ce succès a été arraché au prix d'une incroyable bataille qui a pris par surprise l'éternel rival, la NASA. Si on le voit comme une compétition, ce qui était leur cas, j'en suis sûr, on n'abandonne pas juste parce qu'on est derrière. C'est la fable du lièvre et de la tortue. Les Russes et les Américains étaient partis très tôt dans la course à l'espace. Mais il y a toujours une place pour celui qui s'avance vers la ligne d'arrivée à son rythme. Et j'admire les Européens d'avoir tenu bon. Oui, l'Europe est partie en retard, mais je dois dire, elle a largement rattrapé son retard et elle fait même la course en tête aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs des activités spatiales. Et on peut être très fier de ce qu'a fait l'Europe pendant ces 50 ans. En bonne tortue de la fable, Ariane s'est vaillamment hissée en tête de la course à l'espace. C'est dans un décor plutôt inattendu qu'il faut chercher l'origine de ce pari insensé. Les sables du Sahara. Au début des années 60, la France prend le risque de se lancer dans l'aventure spatiale. Après plusieurs prototypes, la fusée Diamant permet à la France d'entrer dans le club alors très fermé des puissances capables de lancer un satellite dans l'espace. Mais cet effort était-il suffisant pour se faire une place durable dans la course ? Je crois qu'on peut vraiment dire que ça aurait été très difficile de faire Ariane si on n'avait pas eu Diamant. Au point de vue formation des compétences, formation des méthodes, organisation industrielle, développement technologique et finalement confiance qu'on saurait maîtriser Ariane. Le problème de confiance était fondamental à l'époque. Tout le monde doutait. Tout le monde doutait.
Diamant, c'est super, mais là aussi, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Donc, premier lancement de Diamant en 1965. Entre-temps, les États-Unis étaient en train de rattraper à marche forcée leur retard sur l'Union soviétique. Il y avait eu les programmes Mercury, donc l'envoi des premiers Américains dans l'espace, les programmes Gemini, avec des rendez-vous en orbite, et la préparation du programme Apollo. Donc, on voyait bien que Diamant était très limité. Et en même temps, commençait à apparaître cette idée que les satellites pouvaient avoir un intérêt. Donc, il fallait avoir une capacité d'envoyer de gros satellites, notamment en orbite géostationnaire. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette idée de développer un lanceur plus gros. Encouragée par la réussite de Diamant, la France va alors jouer la carte européenne pour concevoir un lanceur plus grand et plus puissant. Ce sera la fusée Europa, qui superpose un premier étage britannique, un deuxième français, un troisième morceau allemand, le tout surmonté d'une coiffe italienne. Jamais une coopération entre plusieurs pays autour d'une technologie aussi complexe n'avait été tentée. L'entreprise tourne vite à la gageure. Simuler, reconstituer, prévoir, à 28 000 km/h dans le silence du vide, 2 petits boulons sautent, 8 ressorts se libèrent et le satellite est glissé sur son orbite à point nommé. Chaque pays faisait son étage, il n'y avait pas de vue d'ensemble, il n'y avait pas de coordination d'ensemble, donc on avait 3 étages avec l'étage allemand qui étaient conçus chacun de leur côté. On réunissait ça au moment des épreuves finales, quand il a fallu faire le lanceur. Il n'y avait pas véritablement d'équipe de projet qui avait le pouvoir. C'était un ambassadeur qui faisait le rôle de chef de projet pour l'ensemble. À cette époque-là, l'Europe a établi un record qui ne peut pas être battu, puisqu'il y a eu autant d'échecs que de lancements. Donc, Europa, que des échecs, mais on a beaucoup appris. Les images d'Europa sont trompeuses, car si ces fusées réussissent apparemment leur décollage, aucune ne parvient jusqu'à l'espace. Pas de fusée valable, mais pas de base de lancement non plus. Car à la suite de l'indépendance algérienne, les Français perdent un atout majeur de leur aventure spatiale naissante. Ça sentait le roussi. Dès 64, on sentait qu'on ne pourrait pas continuer à avoir notre champ d'essai à Meguir, dans le désert algérien. Et donc on était prié d'aller voir si on ne pouvait pas avoir un endroit ailleurs qui convienne. Et c'est là où il y a donc eu toute une enquête. Je crois qu'il y a eu 13 sites différents qui ont été enquêtés, regardés, observés, testés. Le problème, c'est que pour faire une bonne base spatiale, il faut remplir de nombreux critères. Le premier, être proche de l'équateur. Ensuite, offrir une libre ouverture vers l'est, par exemple sur l'océan, qui plus est dans une zone qui n'est pas sujette aux tremblements de terre ni aux cyclones. Un site avec une faible densité de population et plutôt stable politiquement. Autant dire, un site impossible. Et pourtant, il est trouvé en Guyane. En 1966, les Français se lancent un nouveau défi, créer une base spatiale dans la jungle. Défricher et transformer en chantier ce qui n'était que forêt dense et végétation touffue constituait la première phase de la métamorphose de ce pays. Il fallait en première urgence créer un port, prévoir des adductions d'eau et un réseau de routes. Mais aussi une centrale électrique, une station de poursuite de satellites et une station météo. Le chantier est un tour de force, mais De Gaulle en a fait un projet prioritaire. En à peine 2 ans, une cité spatiale de 660 km² émerge de la forêt tropicale. Le port spatial européen en Guyane française est sur un site extrêmement bien choisi, car il est très proche de l'équateur. De là, presque toutes les orbites utiles leur sont facilement accessibles. C'est un formidable emplacement pour une base spatiale.
Si même les Américains nous envient la base de Kourou, c'est qu'elle donne aux fusées un petit coup de pouce qu'on appelle effet de fronde. Déterminant lorsque, comme les Européens, l'on vise avant tout des lancements vers des orbites géostationnaires. En atteignant une telle orbite à 36 000 km de la Terre, un satellite couvre en permanence une même région sur notre planète. Parfait pour relayer des télécommunications. Avec seulement 3 satellites, on couvre l'essentiel du globe. Mais atteindre cette orbite lointaine réclame beaucoup d'énergie à la fusée qui lance le satellite. Or, la Terre tourne à une certaine vitesse. On peut donc l'utiliser comme une fronde qui lance un projectile. Et c'est sur l'équateur que cet effet est le plus puissant. Entre Kourou, qui est à 5 degrés de latitude nord, et la Floride, qui est à 28 degrés de latitude nord, on gagne 10% de performance. Et on gagne 50% par rapport à Baïkonour, qui lui est plutôt à 51 degrés. Ça donne un avantage aux bases de lancement qui sont sur l'équateur en termes de masse de satellites qu'on peut lancer. Ainsi va naître la base spatiale de Kourou, un site idéal pour les lanceurs. Sans doute le meilleur au monde. Mais que faire de la meilleure des bases lorsqu'on n'a pas de lanceur à la hauteur ? En 1969, alors que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, les Européens sont en pleine désillusion. Ils ont un formidable centre spatial sur l'équateur, mais pas de programme solide, toujours pas de fusée pour entrer dans la course. Le retard est si vertigineux, ne vaudrait-il pas mieux laisser tomber ? D'abord, la plupart des hommes politiques pensaient finalement qu'on n'y arriverait pas. Également, les mécanismes de décision pour organiser la coopération européenne paraissaient très compliqués. Et nous étions un peu désespérés, y compris moi-même d'ailleurs, sur est-ce que c'est possible de réussir de faire un programme européen dans ces conditions ? En 1971, les Européens tentent un ultime sursaut en mettant leurs espoirs dans une nouvelle version d'Europa. Mais il leur manque alors la pièce maîtresse du projet, un moteur fusée. Un concentré de puissance terriblement difficile à mettre au point. Les pionniers dans ce domaine, ce sont les nazis avec leur sinistre programme de missiles, V1 et V2. L'ingénieur allemand Werner von Braun et ses équipes seront les premiers à maîtriser ces techniques pour créer des bombes volantes qui passent 5 fois la vitesse du son, atteignent l'espace, avant de retomber pour semer la mort. À l'issue de la guerre, von Braun sera récupéré par les États-Unis et jouera un rôle essentiel dans le programme Apollo. La France, quant à elle, invitera l'un de ses adjoints, Karl-Heinz Bringer, et une trentaine de ses collaborateurs. Ils seront discrètement installés dans la forêt de Vernon dans l'Eure, sur un site digne d'un roman d'espionnage, le LRBA, le laboratoire de recherche balistique et d'aérodynamique. La plupart des moteurs fusées français seront conçus dans ce laboratoire. Et c'est donc une équipe dirigée par le Dr Bringer qui aura pour mission d'inventer un nouveau moteur pour la future Europa. En 1971, Bringer est en fin de carrière, mais il réussit à mettre au point un prototype qu'il nomme Viking, le début d'une longue série. C'est un programme qui était un peu secret, avec finalement une certaine simplicité de conception. Ce moteur a parfaitement fonctionné pendant de très très nombreuses années. Un moteur, c'est quelque chose qui est vraiment très très compliqué. Donc là, il y a vraiment un besoin d'une compétence, d'une expérience, je dirais, c'est même pas de compétence, d'une expérience forte. En caricaturant, il faut avoir fait exploser pas mal de moteurs pour savoir comment terminer par ne pas en faire exploser un. Une fusée, c'est un énorme moteur. Hein, et
Dans le décollage d'une fusée, vous avez à peu près 2% de la masse qui deviendra un satellite, et encore, au maximum. Tout le reste, c'est de la puissance qui doit être fournie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire, in fine, dans un moteur fusée? C'est de projeter vers l'arrière une grande masse à une grande vitesse. Mais dans un moteur fusée, on doit être pratiquement toujours à la limite du matériel. Et il y a beaucoup de choses contradictoires à marier. Dans une chambre de combustion de moteur, vous avez d'un côté des gaz qui sont à 3000 degrés. De l'autre côté, vous avez des liquides en cours de réchauffement qui peuvent être entre moins 200 et moins 100 degrés centigrades. Vous avez des gradients de température incroyables. Et tout ça qui tourne à 30 000 tours par minute. Et ça doit fonctionner plusieurs minutes. Et ça ne peut pas fonctionner plus que quelques minutes, une dizaine de minutes. Parce qu'il y a un moment où les contraintes sont tellement énormes par rapport aux qualités des matériaux qu'on connaît que ça ne peut pas tenir plus longtemps. Donc c'est une technologie qui est aux limites de tout. Pour un ingénieur normal, ça ne lui donne même pas envie de commencer à trouver une solution parce que ça semble complètement impossible. Il faut croire en l'impossible. Avant tout, une fusée, c'est bien sûr un véhicule capable de s'arracher à la Terre, c'est-à-dire d'échapper à l'attraction terrestre. Mais en réalité, c'est surtout un véhicule capable d'accélérer vite et fort pour atteindre une vitesse critique de plus de 28 000 km/h, appelée vitesse orbitale. C'est là son premier défi. Ensuite, pour aller vers une orbite géostationnaire, il faut accélérer encore davantage et atteindre 36 700 km/h. Ce qui est important, c'est d'accélérer. Passer d'une vitesse nulle, en tout cas à la vitesse de rotation de la Terre, jusqu'à 10 km par seconde, c'est là qu'est l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a des moteurs fusées. Quelle est la différence entre un moteur fusée et un moteur d'avion? Un moteur fusée emporte le carburant et le comburant. Donc le carburant, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du kérosène. Et le comburant, c'est l'oxygène de l'air. On l'emporte dans les réservoirs parce qu'on va au-delà de l'atmosphère. Donc on ne peut pas brûler l'oxygène de l'atmosphère comme le font les avions. Ces carburants et comburants indispensables aux moteurs fusées sont désignés sous le terme d'ergol. Pour produire la plus forte accélération, le couple hydrogène-oxygène est le plus performant. Utilisé à des températures extrêmes, plusieurs centaines de degrés au-dessous de zéro, il est délicat à maîtriser, mais d'une efficacité redoutable. C'est le choix stratégique que les Européens ont fait. En Europe, on est extrêmement fort sur la propulsion cryotechnique, hydrogène, oxygène. On a les moteurs les plus performants au monde. Les Russes et les Américains sont eux, beaucoup plus forts sur la propulsion avec du kérosène. Pour être autonome, la fusée doit donc emporter avec elle la totalité des ergols nécessaires à ses moteurs. C'est ce qui explique le gigantisme des réservoirs des lanceurs et dessine leur allure générale. On en prend largement la mesure en découvrant les réservoirs monumentaux conçus pour la future fusée géante de la NASA, le SLS, le Space Launch System, dévolu aux prochaines explorations lunaires et martiennes. Du haut de ses 120 mètres, 2 fois plus imposant qu'Ariane, le SLS sera le plus gros lanceur de l'histoire. Finalement, un lanceur, quand on le voit de l'extérieur, c'est essentiellement des réservoirs. Donc c'est des bidons remplis. Et la particularité par rapport à un camion-citerne, c'est qu'il utilise les ergols au fur et à mesure de son fonctionnement. Donc c'est comme si le camion-citerne utilisait ce qu'il stocke pour alimenter son moteur. Mais le camion-citerne, il a une remorque derrière. Et ça, c'est l'équivalent des étages pour les lanceurs. Et une fois que la remorque est vide, eh ben, on la largue. On est beaucoup plus léger et on va plus vite. Mais au moment du décollage,
Nos camions de l'espace sont alors pourvus de toutes leurs remorques. Attention pour les décomptes finales. Or, les fusées ont un poids considérable. Ariane 5, par exemple, présente une masse au moment du décollage qui avoisine les 800 tonnes, l'équivalent d'une vingtaine de semi-remorques. Allumage EAP, décollage. Pour qu'Ariane 5 décolle et accélère comme prévu, ces 800 tonnes doivent franchir 7 fois la vitesse du son en moins de 2 minutes. Avec de telles accélérations et des vitesses aussi vertigineuses, on mesure toute la difficulté à réussir une mise en orbite autour de la Terre. Les moteurs qui permettent de relever ce défi extrême sont au cœur de la compétition spatiale. Et pour préparer l'avenir, la nouvelle génération d'Ariane devra être propulsée par des bijoux de technologie, profondément repensés, réinventés par les experts du moteur fusée qui œuvrent toujours à Vernon. Les premiers moteurs qui propulseront la future Ariane sont bientôt prêts. Pour l'étage principal, ce sera un Vulcain nouvelle génération, encore plus puissant. À chaque fois que je vois un moteur, moi je trouve ça fascinant, mais là je sais que celui-là, c'est le premier qui volera avec Ariane 6, qui ira dans l'espace. Et surtout là, il est à quelques minutes en fait d'être démonté pour partir en essai. Donc bon, voilà, c'est émouvant parce que c'est quand même la concrétisation de tout ce qu'on fait depuis des années, de voir enfin quelque chose. Et puis bah, on n'a qu'une envie, c'est de les allumer ces moteurs. Le moteur en lui-même, moins de 4 mètres, est comparable à une tranche de centrale nucléaire. Voilà. Une puissance thermique équivalente à la puissance d'une centrale. Son but ultime, oui, c'est la puissance. C'est une Formule 1 de l'espace. Donc c'est un peu dommage, bien sûr, d'avoir une Formule 1 qui ne poussera que pendant 600 secondes. Mais voilà, c'est fait pour ça. Aujourd'hui, Mathieu inspecte une autre pièce maîtresse d'Ariane 6, en cours de finition dans un atelier voisin. Cette fois, il s'agit d'un moteur rallumable plus petit, destiné à l'étage supérieur. Grâce à lui, la nouvelle fusée pourra non seulement transporter plusieurs satellites, mais elle pourra aussi les placer sur des orbites différentes. Une révolution dans l'aventure Ariane. Alors, c'est quoi son numéro? Nous, on l'appelle FM1. FM1, c'est le premier moteur. C'est le premier Vinci qu'on va livrer à l'étage à Brême. Donc ça va changer énormément de choses. On va pouvoir faire des missions extrêmement complexes. On peut mettre un premier satellite sur une orbite, ensuite faire un rallumage du Vinci, placer un autre satellite sur une autre orbite. Et surtout, on va pouvoir avoir un dernier allumage du Vinci qui va permettre de désorbiter complètement l'étage supérieur. C'est-à-dire que l'étage supérieur ne va pas rester sur des orbites opérationnelles et ne va pas polluer en fait l'espace. Donc c'est extrêmement important et c'est le Vinci qui va permettre tout ça. C'est vrai qu'au début, on était un peu pionnier puisque c'était les débuts d'Ariane. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est de la routine parce qu'à chaque fois, on a toujours le cœur un peu serré quand ça démarre. Quand on a connu les moteurs ici, on attend le démarrage en Guyane. Ce nouveau moteur européen, rallumable en orbite, va donner à Ariane 6 des performances inédites. Il illustre à quel point l'histoire spatiale repose avant tout sur l'invention et la maîtrise de ces engins d'une complexité folle. Quelle que soit l'époque, relever ces défis techniques est une aventure en soi. C'est le cas au milieu des années 60, il y a plus d'un demi-siècle, quand les Américains surclassent tout le monde avec les moteurs géants de Saturne V, la mythique fusée du programme Apollo. An American flag is left behind on the moon. Because there is no wind or rain on the moon,
These footprints will remain for centuries. Après le triomphe d'Apollo 11, les Européens englués dans les échecs de leur fusée Europa sont de plus en plus attirés par les États-Unis, qui leur rabâchent que l'ambition spatiale strictement européenne n'a aucun sens. Les arguments américains sont sur le point de l'emporter quand ils commettent un péché d'orgueil lourd de conséquences. Depuis 1963, la France et l'Allemagne de l'Ouest collaboraient pour réaliser ensemble les premiers satellites de télécommunications géostationnaires. Le projet se concrétise avec le satellite Symphonie A. Privés de leur propre lanceur, les Européens se tournent alors vers les États-Unis. Quand on a demandé à nos amis américains de mettre en orbite Symphonie en leur expliquant qu'on allait peut-être utiliser Symphonie dans un contexte commercial, ils ont refusé d'envoyer ce satellite dans l'espace, sauf à ce qu'on renonce à son utilisation commerciale. Parce que l'espace, déjà à l'époque, c'était du business. Et pourquoi les Américains auraient-ils lancé un satellite de télécommunication pour les Français et les Allemands, alors qu'eux-mêmes avaient des satellites de télécommunication qu'ils étaient prêts à louer aux utilisateurs européens? À l'époque, les télécommunications, c'était uniquement au niveau international. Il y avait une ONU des télécoms qui s'appelait Intelsat, organisme mondial, dans lequel les Américains avaient la majorité. Et donc ils ont dit aux Français et aux Allemands, mais il n'est pas de question que vous fassiez concurrence à Intelsat. Bon, maintenant, tous les pays ont leur satellite, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. En décembre 1974, les Américains ont imposé leurs conditions. Leur lanceur décolle de Cap Kennedy avec le Symphonie A sous sa coiffe. Le premier satellite géostationnaire de télécommunications européen est ainsi placé sur son orbite avec succès par les États-Unis. Le chancelier allemand et le nouveau président français se souhaitent une bonne année 1975 en direct et à distance grâce à Symphonie. C'est sans doute entre la France et l'Allemagne maintenant que cette coopération est la plus régulière et la mieux organisée. Valéry Giscard d'Estaing, très atlantiste, ne voit pas vraiment d'inconvénient à cette dépendance vis-à-vis de l'ami américain. En revanche, pour la plupart des acteurs du spatial européen, c'est un traumatisme qu'ils ne veulent pas revivre. C'était un refus d'accès à une nouvelle dimension qui ne pouvait être acceptée par personne. Je pense que le chapitre de Symphonie a accéléré la volonté européenne. Mais la volonté était déjà là, en fait. Je veux dire que vous ne pouvez pas être une puissance spatiale sans avoir votre propre accès autonome à l'espace. Précisément, la crise du Symphonie tombe à pic pour un groupe d'ingénieurs français. En s'appuyant sur le moteur Viking, il bâtit sur les décombres des fusées Europa un projet de la dernière chance à l'énigmatique nom de code L3S. L3S, ça veut dire lanceur de troisième génération de substitution. Substitution à Europa, qui était un échec. Donc c'était une proposition française de prendre ce qui existait pour concevoir une nouvelle fusée. Risqué et coûteux, le L3S est un projet d'envergure européenne qui ne fait pas l'unanimité. Mais grâce au choc de l'affaire Symphonie, les Allemands sont beaucoup plus disposés à étudier le joker français. Les discussions s'engagent en Europe autour de ce nouveau projet de fusée. La France avait un engagement très fort dans ce programme. La France avait accepté non seulement de porter ce programme, de payer, je crois que c'est 60% de ce programme. Et cet engagement de la France, c'est nous qui le portions dans la gestion courante. Alors que l'Europe spatiale agonise, la conférence de Bruxelles de 1973 adopte in extremis le projet L3S en ralliant Anglais, Allemands et 10 autres pays partenaires. Et dans le même élan, ils fondent l'ESA, l'équivalent européen de la NASA. Mais ce tout nouveau premier grand projet de l'ESA, le L3S, ne porte pas un nom qui fait rêver. Alors, de nouveau, de longues discussions. On a pensé le rebaptiser Vega ou Stella, mais comme ce sont des noms de bières belges ou allemandes, on a finalement préféré Ariane. Le nom d'Ariane a été proposé par le ministre de l'époque, M. Charbonnel, et qui a dit, mais finalement, c'est le fil d'Ariane qui va nous sortir l'Europe du labyrinthe.
Voilà, et c'est lui qui a proposé Ariane et qui a été rapidement adopté. Le lanceur Ariane est constitué de 3 étages, d'une case à équipement et d'une coiffe. Alors, nous étions les équipes peu nombreuses, hein, c'était quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes au maximum impliquées dans ces programmes, très désireux de relever le défi de cette participation à cette course à l'espace qui était menée avec une avance considérable par les Soviétiques et par les Américains, mais nous pensions que nous avions le savoir-faire et la technologie pour nous y mettre et pour rattraper ce retard. Autour d'Ariane, les Européens y croient à nouveau. Une place dans la course à l'espace est encore à leur portée. Cette fois, il y a une autorité à la manœuvre. Frédéric Dallest et une poignée d'ingénieurs comme Roger Vignel et Yves Sillard impriment le rythme, imposent des règles communes, un langage industriel commun. Ça grince encore parfois, mais le spatial européen grandit, mûrit avec le programme Ariane. Il devient enfin réalité. Le 15 décembre 1979, 10 ans après la faillite d'Europa 1, la première fusée Ariane est pointée vers le ciel. Fusée européenne de la dernière chance, dont le tout premier vol, le L-01, est imminent. Le lancement L-01 était évidemment pour nous une étape excessivement importante. Nous avions travaillé pendant plus de 6 ans. Nous avions toujours un peu le dos au mur, parce que les Européens avaient toujours la question, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Il faut bien comprendre que cet Ariane 1 qui pose sur son pas de tir, c'est finalement l'extrapolation ultime de tout ce qu'on a fait jusqu'à là, multiplié par 10. Toute la campagne s'était très bien déroulée, remarquablement bien. Donc on était le 15 décembre, il faisait beau, un temps idéal pour lancer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On allume les moteurs. Et puis 1, 2, 3, pas de décollage. Donc c'était vraiment la grosse tuile. On a eu ce qu'on appelle dans le jargon un tir avorté. C'est-à-dire on allume les moteurs, on trouve des paramètres anormaux et on éteint le moteur. Un lanceur, c'est une machine très complexe. Et comme la masse est l'ennemi sur un lanceur, il suffit d'un tout petit problème pour passer directement du succès à l'échec. Et donc la marge entre succès et échec, elle est très faible. Heureusement, mon ami Roger Vignel avait prévu le cas et avait tout préparé, y compris les avions, y compris les transports de la logistique et les autres. Il a fallu reconditionner les moteurs et l'étage, tout ça pour être prêt à relancer vers le 23 décembre. Les gens avaient la foi. Hein, les pessimistes se sont posés des questions, mais moi j'étais étonné de voir cette volonté au sein des équipes qui agissaient sur place. Il n'y avait pas de remise en cause, il n'y avait pas de défaitisme. Et moi, je ne me posais pas la question à cette époque-là de savoir ce qui allait arriver. On devait remettre tout ça en ordre. Et je crois que c'était l'avis de tout le monde. Le compte à rebours n'est relancé que 10 jours plus tard, en guise de cadeau de Noël. À cause de ces reports, on arrivait à la veille de Noël, puisqu'on a tiré le 24 décembre. Et Yves Sillard a dit on va faire venir les épouses de ceux qui le souhaitent pour passer Noël ensemble à Kourou. Donc tout ça s'est très bien passé. Moi, j'ai pas vu beaucoup mon épouse pendant ces 10 jours, mais enfin, il y en a d'autres qui ont pu profiter de cette largeur. 3, 2, 1, feu!
cette fois, Ariane 1 décolle à la pleine puissance de ses Vikings et valide tous les paramètres. Donc le lancement Ariane 01 a eu lieu le 24 décembre 1979 à 17h14 minutes 38 secondes. La mission a été totalement réussie, je crois qu'on peut le dire déjà. Le fonctionnement des 3 étages semble avoir été parfaitement nominal. La coiffe a été larguée dans les conditions et au temps prévus. La séparation de la charge... Immense fierté des équipes, et particulièrement des 3 pères d'Ariane, Roger Vignel, Frédéric Dallest et Yves Sillard. Voilà le grand moment. Après le lancement, quand on est sûr que la mission est accomplie, que les stations aval ont repéré les satellites, et nous voyons là à la fois le sérieux mais la joie de tout le monde. Alors là, il y a donc Yves Sillard au milieu, Hubert Curien qui est derrière lui. Ça, c'est Alexandre Madrigal qui était le chef des opérations en centre de lancement. Et puis il y a votre serviteur là, avec les roues flaquettes. Là, on était détendu, là, vous voyez. On était détendu, c'est un... C'est un moment d'extase pour tout le monde. Il y a un énorme soulagement. Il nous restait en réserve d'hydrogène à peu près 1 heure et demie. Donc de quoi faire une autre tentative. Et c'était terminé. Après, on arrivait à Noël et recommencer une autre fois. J'imagine pas les titres de la presse à ce moment-là. Le sentiment de vide a été total. Et vraiment, chez tout le monde. Hein, on est tous surpris. Notre bébé qu'on a cajolé pendant des semaines et des semaines, il est parti. Et on est désœuvré. On ne sait plus que faire. On a les bras ballants. C'est un moment... Ça ne dure pas longtemps, mais c'est un moment assez curieux. Surtout que, là, vous ne le voyez pas sur la photo, mais c'est le mât ombilical. Donc, il y a les bras ombilicales qui sont ouverts en haut. Donc, ça fait un peu une grande croix dans laquelle on cherche Ariane. Vous savez, il y a de fichus moments, mais il y a de grandes joies quand même. Hein. Les créateurs d'Ariane eux-mêmes, pourtant confiants dans leur savoir-faire, n'osaient imaginer la réussite qui allait suivre. On ne pensait pas qu'on aurait une envergure telle au programme Ariane. On avait confiance qu'on allait arriver à le qualifier, donc on avait beaucoup d'ambition, mais enfin, on n'était pas encore sûr qu'on allait y arriver. D'autant moins sûr qu'Ariane 1, à peine envolée, est soumise à la dure réalité d'un marché, celui des satellites. Un secteur encore balbutiant, mais en forte croissance. La jeune Ariane doit trouver les bonnes stratégies techniques, mais aussi commerciales pour s'imposer, ne pas être une simple étoile filante. Parce qu'il y a finalement un nombre assez réduit de missions qu'on appelle institutionnelles européennes, les missions qui sont achetées, si vous voulez, par les États ou par l'Agence spatiale européenne. Donc nous n'avons pas un programme spatial aussi important que les États-Unis, que la Russie à l'époque et aujourd'hui la Chine. Et donc pour pérenniser ce lanceur, il va falloir lui trouver des clients sur le marché commercial. Et pour ça, il fallait une structure qui le commercialise, qui le mette en œuvre, qui donne confiance aux clients. Donc 1980, quelques mois après le succès de la première Ariane, une petite structure, je dirais presque en mode commando, qui est fondée pour assurer le succès mondial d'Ariane. Et cette structure, c'est Ariane Espace. Les choses sont allées très vite. Les Américains n'ont rien vu venir. C'est parti.
En 5 ans à peine, ce consortium atypique va réussir à prendre jusqu'à 80% du marché mondial des satellites commerciaux. Décollage. Ariane en situation de monopole, qui aurait pu imaginer cela ne serait-ce que 10 ans auparavant, tandis que le fiasco des fusées Europa douchait les espérances européennes. Honnêtement, pas grand monde aux États-Unis n'y avait prêté attention. Le business des lanceurs est très dur, très exigeant. Le taux d'échec est très élevé pour tout nouveau véhicule spatial. Je pense que peu de gens les avaient pris au sérieux. Mais ils se sont accrochés et au fil du temps, leur lanceur s'est avéré très fiable. Au point que dans les années 90, Arianespace s'est taillé la part du lion des lancements commerciaux dans le monde. Mais pour rester dans la course, aucun lanceur ne connaît de répit. On a toujours couru après la performance des satellites. On avait coutume de dire que les satellites grossissent de 150 kilos par an et ça va s'arrêter demain. Et ça s'est jamais arrêté. Ariane 1 doit se métamorphoser sans tarder. C'est ce qui a stimulé la naissance d'une lignée qui a rapidement donné Ariane 1 des sœurs, Ariane 2, 3 et 4. Ces adaptations se sont faites relativement facilement avec Ariane 3, puis 2, 2 a volé après 3, mais qui étaient quand même des dérivés pas trop différents d'Ariane 1. Mais le vrai coup de maître, c'était Ariane 4. Pour Arianespace, cette 4e mouture d'Ariane est une réussite. Avec ses différentes combinaisons de propulseurs d'appoint plus ou moins puissants, elle est adaptable à loisir aux besoins des clients, dont les satellites continuent de grossir à vue d'œil. Le marché commercial des satellites s'est adapté à Ariane 4. C'est-à-dire la performance de l'époque d'Ariane 4, c'est celle-là qu'ont adopté tous les satellitiers en se disant on choisit comme référence le lanceur Ariane 4. Et donc c'était une période où les satellites se sont adaptés aux lanceurs et non pas l'inverse. Même si Ariane 4 devient la fusée étalon des fabricants de satellites, sa place reste fragile. Ses concurrents la talonnent. Quelque chose manque pour s'imposer durablement en leader. Elle est trop chère. Nous étions, quand nous avons créé Arianespace, devant un dilemme important. L'industrie américaine bénéficiait de commandes gouvernementales extrêmement élevées, en milliards de dollars, des sommes énormes, ce qui n'était pas le cas en Europe. Nous n'arrivions pas à être compétitifs. La réponse que j'ai proposée à cette époque-là, contre beaucoup de réticences, parce que c'était pas évident, c'était de lancer simultanément 2 satellites commerciaux pour mieux répartir les coûts fixes de production des lanceurs et des opérations du champ de tir. Dès le printemps 1978, les Européens s'attaquent à ce défi. Ils conçoivent le SILDA pour système de lancement double Ariane. Encore un pari insensé. Comment faire pour lancer 2 satellites en même temps? C'est pas simple. D'où l'invention d'une structure coquetier qui entoure un satellite et puis on met le 2e satellite sur ce coquetier, ce qui permet d'en emporter 2. Le problème, c'est qu'une fois en orbite, évidemment, il faut séparer les satellites. Donc il a fallu imaginer des systèmes de découpe de cette structure. D'abord on largue le premier satellite, ensuite on largue donc cette structure porteuse, ce coquetier, évidemment en faisant attention de ne pas heurter le premier satellite qu'on vient de larguer, et puis ensuite on attend un peu et on largue le 2e satellite. C'était une première mondiale et ça a parfaitement marché. Ça s'est développé, c'est devenu un standard et ça marche encore aujourd'hui sur Ariane 5 et demain sur Ariane 6. Arianespace a réussi
jusqu'à maintenant, ça fait plus de presque 40 ans, à faire cette politique de lancement double sans drame. Aucun client n'a laissé tomber Ariane à cause des contraintes qu'imposait un lancement double. Et tous observateurs avertis, s'ils regardent a posteriori, voient bien que sans ça, on aurait été dans une impasse. Ainsi, Ariane 1 et ses sœurs se sont-elles imposées dans le petit monde des satellites. Elles, que l'on n'attendait pas, ont même réussi à le façonner en partie, si bien qu'aujourd'hui, Ariane est incontournable, y compris au pays de l'aventure spatiale. Malgré tout, chaque nouveau contrat est une bataille. Chaque année à Washington, Arianespace remonte son stand au cœur du salon Satellite, la grande messe du commerce spatial mondial. Un passage obligé pour qui veut rester dans la course. C'est un moment très important de l'année puisque c'est le congrès annuel de la profession. Donc vous avez tous les opérateurs du monde entier, l'américain Intelsat, le luxembourgeois SES, le français Eutelsat, l'opérateur Arabsat de la Ligue arabe, les japonais, les coréens, les égyptiens, la Turquie, enfin vous avez vraiment tous les opérateurs du monde entier. Profitant de ce rassemblement de tous les acteurs majeurs du spatial, la petite équipe d'Arianespace se prépare en mode commando à multiplier les rendez-vous, les prises de contact stratégiques avec les opérateurs de satellites. Ils arrêtent de faire leur alliance avec, on le sait tous. Le timing et le délai, c'est ce qui est pas, parce que c'est comme ça qu'ils vont se taper les 4 milliards de dollars. Ici, les enjeux dépassent le simple défi commercial, car de la signature de ces contrats dépend directement toute l'aventure Ariane. Dans un café, en toute discrétion, loin des regards de la profession, se mène une discussion feutrée autour d'un énorme contrat de lancement de satellites. En tendant l'oreille, il est possible de comprendre à quel concurrent Ariane fait face. Are you sure that at the end of the day you must launch with us in 2022, not in 2023, just to better understand your constraints in the choice you are going to make between SpaceX and ourselves? SpaceX, le nom est lâché. Il est sur toutes les lèvres, occupe tous les esprits. Car c'est le nouveau compétiteur féroce qui bouscule le spatial mondial et met Ariane sous pression. Quand Stéphane Israël monte sur scène au moment du déjeuner, à la table de SpaceX, on écoute poliment, mais en coulisses se mène un combat acharné. No, it's clear that everything has changed, definitely. When I joined the company, competition was already here, and Arianespace has always faced competition, but it was not the same competitors. They were more coming from Russia than from the US. Ces dernières années, la compétition au sein de la course à l'espace a radicalement changé. Tout comme les États-Unis n'ont pas vu venir Ariane, l'Europe n'a pas vu venir certains nouveaux entrants issus de la révolution numérique de la Silicon Valley. Du côté de la Californie, il se passait quand même des choses avec Elon Musk et SpaceX qui pouvaient proposer des lanceurs moins chers, plus évolutifs, même si on ne parlait pas à l'époque de réutilisation. C'est vrai que les signaux faibles californiens n'avaient pas été pris en compte suffisamment. Il y avait un état d'esprit qui consistait à dire c'est pas un start-upper qui connaît rien au milieu de l'espace, qui vient du milieu du digital, qui va révolutionner un monde qui s'est construit sur la science, sur la recherche, sur l'industrie. Et pourtant, en à peine une décennie, des start-upers issus de la révolution digitale imposent leur personnalité atypique, en cultivant parfois, comme Elon Musk, fondateur de SpaceX, un style rockstar jamais vu auparavant dans la très policée industrie spatiale. Et ils n'entendent pas faire de la figuration. Février 2018, SpaceX procède au tir inaugural de Falcon Heavy, un monstre de haute technologie qui sonne le retour de l'Amérique à l'avant-scène de la conquête spatiale.
entier assiste alors, sidéré, à ces étages de fusée qui reviennent se poser sur Terre ou sur mer. L'alerte est sérieuse. SpaceX semble surgir de nulle part avec de nouveaux lanceurs produits en un temps record, illustrant avec éclat l'émergence du New Space. Ils sont presque entièrement réutilisables, visent les vols habités comme le lancement de satellites en proposant sensiblement les mêmes performances qu'Ariane, mais pour près de 2 fois moins cher. En réalité, 10 ans auparavant, SpaceX était un outsider, tout comme Ariane à ses débuts. Welcome to SpaceX. Here we are in the lobby. It's very white right now, but there are actually some cool elements coming in soon that will make it less white. We're getting ready to weld together those barrel sections and create our third tank, which would actually be the first flight tank. Les success stories ont l'avantage de faire oublier la difficulté des origines. Et pourtant, Elon Musk et ses équipes en auront craché des étages avant qu'ils ne réussissent à les poser sans encombre. La légende retiendra que c'est au dernier essai, financé sur ses fonds personnels, qu'Elon Musk réussit son pari. Dans le spatial, vous allez rencontrer des échecs, bien plus souvent que dans n'importe quelle autre entreprise humaine. Mentalité différente, hein. Je plante, ah, ça marche. Et puis voilà, et puis là il a le succès qu'il a depuis, quoi. En 2016, chez les États-Unis, SpaceX venait de planter un lancement de plus de 100 millions de dollars. Vous imaginez les titres qu'il y aurait eu dans la presse française ou européenne, hein, si Arianespace avait fait ça. Donc il y a une culture qui est différente. Et il a pu faire le réutilisable et le tester et se planter parce que c'était accepté dans son pays. Il n'y a rien de pire que de craindre l'échec. Parce que si on craint l'échec, on refuse le progrès. Je connais toutes les raisons j'ai été directeur des lanceurs, on connaît toutes les raisons de ne pas lancer Ariane. Mais si on ne le lance pas, oui, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir d'échec, mais d'un autre côté, on reste au sol. Donc, il ne faut pas craindre l'échec. Il n'y a pas de progrès sans échec. C'est sans doute ce genre de phrase qui a dû servir de mantra à Elon Musk. Car le 30 mai 2020, il est prêt à s'attaquer au défi suprême. Un Falcon 9 de SpaceX propulse une capsule Crew Dragon avec à son bord 2 astronautes américains. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. L'Amérique retient son souffle, comme elle le faisait 10 ans auparavant devant ce même pas de tir, celui des navettes spatiales. Succès total. Grâce au trublion de la Silicon Valley, les États-Unis renouent avec leur doctrine du fly domestique, nous volons à domicile. La start-up privée, qui n'a pas encore 20 ans d'existence, est celle qui ramène les Américains dans l'espace depuis leur propre sol. Une grande première depuis la fin de la navette. Désormais, plus personne ne rit devant SpaceX et son étrange patron. Musk a suivi à la lettre son credo d'innovation industrielle pragmatique, pas de développement superflu, et quand il s'agit de vol habité, il n'hésite pas à emprunter une voie bien connue et éprouvée, celle de la capsule. Un choix aux antipodes du mythique engin mis au point par la NASA près de 40 ans plus tôt. Le Space Shuttle, la fameuse navette spatiale. Il s'agit du premier système de transport spatial réutilisable et habitable, également capable d'emporter des satellites dans sa soute. Il va bouleverser profondément la course à l'espace et fatalement le destin d'Ariane. Quand Columbia, la première navette, revient sur Terre en se posant tranquillement comme un gros planeur, le monde entier est bluffé par l'exploit. Tous les autres programmes spatiaux de l'époque se trouvent violemment ringardisés.
Quand on a vu arriver la navette, effectivement, on était admiratifs. C'est un superbe engin, la navette. Ça nous a perturbés dans le sens où tout le monde aux alentours disait vous recommencez comme pour Ariane 1, vous faites un vieux truc alors qu'on va aller dans l'espace en nœud papillon, etc. Vous êtes complètement ridicule. Et ça, je peux vous dire qu'on en a entendu toutes les couleurs. Quand les Américains ont commencé à développer la navette, ils sont venus nous voir en disant écoutez, si ça vous intéresse, venez développer avec nous. On va faire un véhicule commun qui sera vraiment utilisable par tout le monde. Bon, c'est un véhicule américain, hein, mais vous en faites pas, vous aurez un siège. C'est là qu'a surgi cette question de tiens, quand même, et si on faisait quelque chose nous-mêmes? En réalité, les grandes questions du vol habité et de la réutilisation hantent les esprits des ingénieurs européens dès les débuts d'Ariane, et plus que jamais au moment de dessiner une grande sœur à Ariane 4. Si pour les 4 premiers modèles d'Ariane, une seule architecture générale avait été déclinée, pour Ariane 5, le dilemme d'une nouvelle architecture se pose. Pour les Européens, le moment est alors venu de franchir un pas décisif avec leur propre projet de navette, baptisé Hermès. L'Europe avait construit une indépendance d'accès à l'espace pour lancer nos satellites, commercialiser sur le marché pour réduire les coûts globalement. Et donc l'étape du vol habité, avec le projet Hermès, c'était une étape relativement logique. Hermès était la solution pour effacer tout ce qui séparait les Européens des Russes et des Américains, et enfin faire jeu égal. Mais le projet s'enlise sur des questions de sauvegarde des équipages, mais aussi sur sa pertinence économique et des exigences techniques de plus en plus difficiles à concilier. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de tensions entre les gens de l'équipe Hermès qui voyaient leur véhicule grossir, être de plus en plus lourd, et puis les gens d'Ariane 5 qui avaient de la peine à suivre pour augmenter la puissance d'Ariane 5 pour lancer Hermès. 2 hours, 28 minutes and counting. Here comes the 51L flight crew boarding the elevator for the second time in 2 days, ready to depart the O&C building for the launch pad. One and liftoff. Good roll program confirmed. Challenger now heading down range. Le 28 janvier 1986, une explosion irradie le ciel de Floride. La navette Challenger se désintègre en entraînant la perte de l'équipage. C'est un traumatisme inoubliable dans l'histoire spatiale américaine et mondiale. La course à l'espace se court sur un fil, frêle, ténu. Le drame révèle la fragilité du concept d'avion spatial et vient fissurer encore un peu plus le projet Hermès porté par les Européens. Quand je suis arrivé ingénieur au CNES en 85, on connaissait déjà toutes les difficultés de la navette, puisque la navette devait faire au départ 100 lancements par an. Pour quelques millions de dollars chaque lancement. En réalité, chaque lancement, il y en avait quelques-uns par an, coûtait $1 milliard. Je pense que l'erreur principale qui a bénéficié à Ariane, disons-le, c'était pas tellement le fait de faire le shuttle, c'était de faire le tout shuttle. C'était d'abandonner la production des lanceurs classiques que les Américains avaient développés jusque-là, et de tout concentrer sur le shuttle, puisque les Américains avaient imaginé qu'en ayant ce véhicule absolument extraordinaire, ils pouvaient se passer des autres lanceurs. Il est apparu clairement que ce n'était pas raisonnable de tout miser sur un seul moyen de lancement. Aussi incroyable qu'ait été la navette,
Elle pouvait avoir des défaillances. Et là, quand vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien. Je pense que les Européens ont vu qu'il y aurait toujours un rôle à jouer pour les lanceurs consommables, même si les États-Unis déployaient cette navette. Et cette vision s'est avérée juste. Tournant ironique de l'histoire, les malheurs de la navette spatiale offrent à Ariane un horizon dégagé comme jamais. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elle va s'engouffrer dans la brèche. C'est l'âge d'or d'Ariane. J'ai eu la chance de présider Ariane Espace au moment où Ariane Espace était numéro 1 mondial. Quand on parlait dans les colloques outre-Atlantique, les Américains me disaient « You are a magician » parce qu'ils étaient stupéfaits de voir que tous les satellites américains partaient par Ariane et qu'il n'y avait pas d'alternative aux États-Unis à l'époque. Pour confirmer cette belle dynamique, Ariane 5 achève son développement et prend la relève d'Ariane 4. C'est une nouvelle Ariane imposante qui peut envoyer des charges de 6 tonnes vers l'orbite géostationnaire. 2 fois plus qu'Ariane 4. Entre-temps, le projet de navette Hermès a été enterré, définitivement plombé par son modèle américain. C'est le jour J. Le compte à rebours du tout premier tir d'Ariane 5 est enclenché le 4 juin 1996 à Kourou. Quand on développe un nouveau lanceur, les premiers vols sont les moments de toutes les terreurs, à cause de tout ce qu'on n'a pas pu démontrer, qualifier au sol, et où on sait que, de toute façon, il faut passer en vol pour ça. Et puis, passer en vol, une fois de plus, ça veut dire 20 gigawatts d'énergie, et où on espère que tout se passe bien. Alors, on a calculé que tout va bien se passer, mais voilà. Et donc, pour ça, par exemple, pour Ariane 5, il était clair qu'on avait 2 vols expérimentaux, 2 vols technologiques dans notre vocable, 2 vols, alors je ne veux pas dire 2 vols où on avait le droit de se planter, mais 2 vols où on avait compris que on allait avoir des surprises. Attention pour décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Après 37 secondes, le premier vol d'Ariane 5, le V501, tourne au cauchemar. Un dysfonctionnement informatique ordonne une correction brutale de la trajectoire. Correction inutile et erronée qui provoque la destruction de toute la structure. C'est la stupeur. Donc le lanceur, il a très bien suivi la consigne, il a cherché à tourner, il s'est cassé. Je voudrais dire au nom de tous que le premier tir du lanceur Ariane 5, comme vous l'avez pu le constater, n'a pas permis de valider ce nouveau lanceur. Un échec au premier tir et c'est tout le programme qui peut s'effondrer, car rien n'est encore démontré. Le doute se diffuse. Les politiques s'agacent, des têtes tombent. Avec ce vol 501, Ariane a failli mourir.
Le 501 a touché beaucoup à l'autorité du CNES. Le CNES s'est retrouvé totalement affaibli. Ariane 5 était un nouveau lanceur. Donc je ne pense pas qu'il y avait un endormissement. Mais il y a eu... ça a été un choc, oui. Ariane 5 est un labyrinthe de systèmes, d'innombrables process. Un millefeuille qui permet le progrès, mais qui, parfois, peut créer un piège caché et engendrer une erreur informatique à 500 millions de dollars, sans doute l'une des plus chères de l'histoire. C'était 18 mois très durs, parce qu'évidemment, on a compris très rapidement ce qui s'était passé et comment le corriger. Mais là, on s'est dit, mais s'il y a ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Et donc, on a tout revérifié de A à Z. Et donc, 502 s'est très bien passé. Donc, le deuxième vol, donc en 97, septembre 97. Après ce vol réussi, la nouvelle fusée européenne se relève et montre ses capacités avec brio. D'abord avec un lancement test d'une capsule, puis en enchaînant les missions avec des satellites toujours plus gros sur des orbites variées. Et même en réalisant l'exploit de lancer la sonde Rosetta, qui posera 10 ans plus tard Philae sur la comète Chury. La confiance est de retour. Les ingénieurs veulent aller encore plus loin. Le 11 décembre 2002, la première Ariane 5 capable d'emporter 10 tonnes, Ariane 5 ECA, doit s'envoler. À l'époque, c'est la fusée la plus puissante du monde. Un coup d'avance magistral de l'Europe spatiale. Elle est propulsée par une évolution du moteur Vulcain qui permet 20% de poussée en plus. Elle emporte 2 gros satellites français de télécommunications d'une valeur de 630 millions d'euros. On avait peu à peu remis en vol et acquis de la confiance dans Ariane 5. On commençait à bien asseoir Ariane 5 sur le marché commercial. On avait un bon carnet de commandes. Ariane 5 ECA arrivait, on avait des perspectives. Et puis, échec. 23h21 heure de Paris hier soir. Ariane 5 s'arrache du sol. Le décollage est parfait. Le vol se déroule normalement jusqu'au largage des 2 boosters. Suite à une anomalie dans le circuit de refroidissement, une forte perturbation agite le moteur Vulcain. La fusée devient alors incontrôlable. 7 minutes et 35 secondes après son décollage, les responsables du centre guyanais de Kourou décident la destruction du lanceur, provoquant la perte des 2 satellites qu'il transporte. Je souhaite tout d'abord, au nom d'Ariane Espace et de ses partenaires, présenter nos excuses à nos clients, Eutelsat et le CNES. Comme vous le savez, notre métier est difficile et dans des moments comme celui-ci, nous le rappelle cruellement. Quand on n'a pas de lanceur, le reste des activités disparaissent. On était en train de faire plein de satellites, et notamment satellites d'observation de la Terre, satellites météorologiques, satellites de télécommunications, et tout ça n'avait plus de sens si on n'avait pas d'accès à l'espace. L'Europe ne peut pas se permettre de perdre Ariane. Au sein des équipes, tous se serrent les coudes pour sortir de cette série noire. À partir de fin 2003, après de longs mois d'efforts, la nouvelle version surpuissante d'Ariane 5 fait son retour sur le pas de tir avec succès. Ses défauts de jeunesse ont été corrigés. Une fois encore, Ariane prouve sa résilience et redevient vol après vol la fusée la plus fiable du monde. Néanmoins, Ariane 5 est une star née dans la douleur. Douleur qui a marqué les esprits et produit des effets à long terme. Pour la première fois de son histoire, Ariane se repose alors sur ses acquis et ne joue plus ce coup d'avance qui a forgé son succès. On a mis beaucoup de temps
pour obtenir un consensus en Europe permettant de développer un nouveau programme Ariane 6. Parce que le risque avait été tellement considérable, tellement vécu durement par les décideurs que on voulait plus laisser les ingénieurs risquer effectivement de tout casser à cause d'une nouvelle aventure. Même quand vous gagnez, ce n'est pas pour toujours. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il faut continuer à courir, à innover, à s'améliorer. Si vous ne continuez pas à courir, d'autres vont vous dépasser. Le traumatisme des débuts chaotiques d'Ariane 5 paralyse l'innovation des Européens. Le marché des satellites, lui, se diversifie comme jamais, évoluant dans des directions contradictoires. D'une part, l'émergence de petits satellites légers, ultramodernes, à propulsion électrique, mais aussi de satellites encore plus petits, très nombreux, lancés en constellation, comme pour le système de navigation européen Galileo. Et d'autre part, les satellites de télécommunications géostationnaires, toujours là, mais qui eux ne maigrissent pas. Répondre à des missions aussi diverses avec un seul lanceur lourd comme Ariane 5 devient impossible. Ariane 5 has no chance. I mean, really, I don't say that with a sense of bravado, but there's really no way for that vehicle to compete with Falcon 9 and Falcon Heavy. So if I were in the position of Ariane, I would really push for an Ariane 6. I think that's the right move. The next version of Falcon 9 is actually able to go to a lower price. So if Ariane can't compete with the current Falcon 9, it sure as hell can't compete with the next one. Si Elon Musk se permet de mettre ainsi Ariane au défi, c'est qu'en plus de bénéficier de commandes massives de la NASA, il est sûr de son modèle. Produire vite, à faible coût, et en plus, tout près du pas de tir. SpaceX est en théorie capable de lancer un Falcon 9 chaque semaine. En réalité, le vrai tournant, c'est de faire du spatial une industrie comme les autres. C'est sur cette voie qu'Ariane avance désormais à grands pas, car il en va une fois de plus de sa survie. Terminer l'artisanat sophistiqué d'Ariane 5. Pour Ariane 6, une nouvelle usine sort de terre en quelques mois. Une usine pour lancer Ariane dans l'ère industrielle. Mais tant qu'à faire, l'industrie en version 4.0, tout en gestion numérique et en flux automatisé. Pour mener à bien cette révolution industrielle dans la maison Ariane, il faut du neuf. Du neuf dans les techniques, dans les usines de construction et d'assemblage. Mais surtout, il faut trouver comment conduire tout cela. La révolution Ariane 6 a été placée entre les mains d'un homme, Patrick Bonguet, un ancien d'Ariane, parti près d'une décennie faire ses armes dans l'industrie, loin du spatial, avec l'intuition que ce serait précieux pour la suite de l'aventure. On a mis à la base le problème à résoudre. On veut être 2 fois moins cher, tout en étant plus performant et plus flexible. Pour cet argent-là, qu'est-ce que vous me faites ? On a retourné l'équation et on a associé l'ensemble du tissu industriel à la conception d'emblée du lanceur, ce qui permet de trouver des meilleures optimisations et d'aller plus vite. Et ça, c'était une réconciliation de 2 mondes, la grande industrie qui produit largement, mais qui n'a pas effectivement des enjeux de fiabilité tels qu'on les a nous. Parce que une voiture qui tombe en panne, on appelle le dépanneur. Un avion qui tombe en panne, c'est déjà plus ennuyeux, mais il peut retourner se poser. Et une fusée, la moindre petite pièce peut créer une défaillance et mettre au tapis un lanceur et surtout ses passagers qui valent des centaines de millions d'euros. Et ce que j'ai tenté de faire passer comme message, c'est que moins cher, ça veut dire plus fiable. Parce que moins cher, ça veut dire plus facile à fabriquer. Et quand c'est plus facile à fabriquer, c'est plus ergonomique, ça se monte plus facilement, on fait moins d'erreurs. En parallèle à la nouvelle usine des Mureaux, 13 autres sites européens participent à la métamorphose industrielle d'Ariane. C'est le cas à Brême, au nord de l'Allemagne, où tout comme en France,
la jeune génération d'ingénieurs est aux commandes de ce renouveau technologique. Quand on travaille dans ce bâtiment en contact étroit avec le matériel en place, chaque jour, on voit les progrès. On a sous les yeux le tout premier étage supérieur d'Ariane 6 qui prend forme. L'idée était d'appliquer les innovations et les processus de l'industrie automobile high-tech à l'astronautique. L'un des plus grands changements, c'est le travail entièrement en numérique. Utiliser des tablettes dans le processus d'intégration, obtenir toutes les informations dont on a besoin pour les finitions, sans aucun support papier. Il s'agit là de quelques principes de l'industrie 4.0 que nous essayons d'appliquer à la production d'Ariane. Pour moi, c'est passionnant de travailler dans le spatial, surtout quand je pense que je contribue à un nouveau lanceur qui sera bientôt envoyé dans l'espace. Ariane 6 est une fusée issue de la révolution numérique, ce qui permet la mise en production la plus rapide de l'histoire d'Ariane. Les grandes ruptures technologiques, comme le réutilisable, seront pour plus tard. L'urgence, c'est d'arriver le plus vite possible sur le marché. En résumé, Ariane 6, c'est une Ariane 5 industrielle, mais aussi modulable que la mythique Ariane 4. Moins de 7 ans après les premières esquisses, Ariane 6 est en fabrication. 2020 est une année charnière. Même si elle a cédé du terrain, Ariane est toujours dans la course. Ariane 6 ne pourra tenir ses promesses que si elle dispose d'une infrastructure au moins aussi moderne que celle de SpaceX. C'est pourquoi le centre spatial de Kourou accueille depuis 5 ans un nouveau chantier titanesque, celui du 4e ensemble de lancement Ariane. Édifié sur près de 200 hectares au cœur de la nature sauvage, avec en son centre une cathédrale en acier, imaginée pour lancer les nouvelles générations d'Ariane. Ce nouvel ensemble constitue sans doute la plus grosse rupture dans les pratiques de la famille Ariane. C'est tout le processus d'assemblage d'Ariane qui est transformé. L'après-midi touche à sa fin quand le porte-container Toucan s'amarre dans l'estuaire du fleuve Kourou et ouvre ses cales. Une nouvelle traversée pour un nouveau rituel de renaissance d'Ariane. Mais ce soir, le sarcophage d'Ariane 5 semble accompagné. À sa suite sur la route de l'espace, on croise un étrange fuseau blanc. C'est une maquette du booster, de ce que sera le booster d'Ariane 6. Donc cette maquette-là, on en aura 4 pour représenter les 4 boosters d'Ariane 6. On aura aussi une maquette de corps central et puis une maquette d'étage supérieur, là où on met les satellites. Ça nous permet de constituer sous forme de maquette le lanceur. On fait ça pour tester la chaîne d'assemblage d'Ariane 6 ici à Kourou, donc pour vérifier que tout s'assemble correctement, pour faire quelques optimisations, et puis surtout, bien sûr, pour démontrer que le jour où on va recevoir les vrais éléments d'Ariane 6, on est capable de les prendre en charge, de les assembler sans risque pour le matériel. Top à démarrer. Les premières maquettes des boosters sont déjà en place. Un squelette d'acier permet aussi de simuler le corps central de la future fusée. Car dans sa mue industrielle, Ariane a également besoin d'une révolution autour de l'assemblage final et de son pas de tir. Alors que les lanceurs étaient assemblés verticalement et acheminés lentement sur leur pas de tir, à partir d'Ariane 6, toute la préparation et le trajet auront lieu à l'horizontale. Les étages voyageant rapidement grâce à des chariots à guidage magnétique.
Ce n'est qu'une fois au pied du mât de lancement que la fusée sera basculée en position verticale. Pour le tir, le bâtiment d'accès et de protection de 90 mètres de haut monté sur rail se déplacera. Ces 7000 tonnes, l'équivalent de la charpente métallique de la Tour Eiffel, s'éloigneront pour se mettre en sécurité. Cette procédure, entièrement repensée, divisera par deux la durée et le coût des lancements. En réalité, au-delà de ce nouveau pas de tir, c'est toute la base de Kourou qui se transforme pour accueillir la nouvelle Ariane et avec elle, livrer les prochaines batailles de la course à l'espace. On n'a plus que jamais besoin de dépendre de personne pour réaliser ce qui fait notre liberté, ce qui fait nos rêves, ce qui fait notre part de conquête. Ce qu'a accompli l'Europe dans l'espace est la démonstration que l'Europe marche pour l'espace. Je pense qu'il faut investir et investir sérieusement dans l'espace. Parce qu'investir dans l'espace, c'est investir dans le futur. Ariane a parcouru bien du chemin en 40 ans. Année après année, le rêve spatial des Européens s'est concrétisé grâce à la lignée des fusées Ariane. Ces incroyables machines, à la limite du concevable, ont ouvert à l'Europe un chemin souverain vers l'espace et l'une des plus belles réussites du vieux continent. Aujourd'hui, la course à l'espace est une compétition industrielle et commerciale plus féroce que jamais. Pour que l'Europe reste dans la course, la 6e Ariane sera bientôt sur le pas de tir. C'est avec elle que la saga va continuer de s'écrire.